Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anduin, le format de Plume de Doctorant dédié à l'histoire de l'abandon, à ses traces et notamment à ses acteurs. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Monsieur Curtis, explorateur urbain, photographe, auteur de 2 livres sur le sujet, dont le dernier est paru il y a quelques semaines et intitulé Urbex face cachée, patrimoine mondial. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Alors votre livre rassemble plus de 230 photographies prises à travers le monde. Depuis 2016, vous avez réalisé une dizaine d'expositions à travers l'Europe, relatives à une activité que vous pratiquez maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors avant de parler plus directement de votre ouvrage, nous allons un peu parler de vous, de votre parcours. Vous êtes donc urbexeur. Comment est-ce que vous pourriez subjectivement définir l'urbex ? Alors, pour moi, l'urbex, c'est vraiment la découverte du patrimoine à l'abandon. C'est le fait d'aller dans un lieu où on n'est pas censé aller, qu'il soit actif ou pas actif, et d'aller découvrir la face cachée vraiment de ce patrimoine-là. J'aime bien expliquer qu'il y a plusieurs facettes de l'urbex. Pour moi, il y a la partie des lieux abandonnés, la partie des toits, que j'appelle un peu le patrimoine finalement invisible, et le patrimoine souterrain. C'est 3 facettes que j'aime bien mettre en avant dans l'urbex. Mais quoi qu'il arrive, c'est vraiment l'exploration des lieux, à la recherche vraiment de la face cachée, de qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand on passe dans un village, qu'on voit cette usine avec la porte qui semble un peu délabrée, mais plus personne dedans, qu'est-ce qu'on peut voir derrière cette porte ? Qu'est-ce qui s'y cache ? C'est vraiment pour moi c'est ça l'urbex. C'est aller découvrir cette partie-là. Et comment vous distinguez les lieux actifs et non actifs ? Alors en fait, comme je disais, il y a plusieurs notions du patrimoine. Les lieux non actifs pour moi c'est les lieux qui sont à l'abandon justement. Donc la plus grosse partie de l'urbex finalement, ça peut être l'usine, le château abandonné, ce petit fort oublié. Tout ça c'est la partie non active. La partie active va être un peu plus différente, c'est on va aller chercher par exemple sur des toits de cathédrales, d'églises, des vues, des inscriptions, ce patrimoine qui n'est pas visible d'en bas. Ça peut être aussi potentiellement passer dans une mine ou un souterrain qui est actif pour accéder à d'autres parties qui le sont un peu moins, qui sont un peu plus oubliées. Pour toute la partie des abris de défense passifs parisiens, souvent on doit passer par des galeries techniques qui elles sont vraiment actives. Et donc là, on est dans une autre transgression pour le coup, qui nous permet d'arriver dans le lieu qui est oublié ou abandonné. Et par conséquent, est-ce que vous faites la différence avec l'infiltration ? En fait, la partie active, c'est l'infiltration, effectivement. Et là, elle peut être très large. Là, j'ai parlé des souterrains, des toits. Moi, c'est vrai que j'explore un peu toutes les facettes de l'urbex. La partie infiltration est assez importante pour moi, parce qu'elle permet de découvrir d'autres types de lieux. Souvent, c'est du patrimoine un peu plus récent, malgré tout. C'est vrai il faut se le dire. Mais on va arriver vraiment sur d'autres choses à voir. Le patrimoine oublié est intéressant parce qu'on va être sur des marques du passé. On va trouver des documents, on va trouver des inscriptions, on va trouver vraiment des pans d'histoire qui sont hyper intéressantes. La partie infiltration va nous permettre plus de découvrir la ville autrement. Ça va être se la réapproprier d'une certaine façon, mais comprendre comment elle fonctionne, comment elle a été construite en dessous, qu'est-ce qui a été vraiment mis plus en hauteur pour aider différentes choses. Par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'ai grimpé quelques ponts. Là, on avait une vue intégrale sur la ville, et en même temps, on pouvait voir les systèmes de communication, on pouvait voir les artères qui permettaient de voir comment la ville était construite, comment elle fonctionnait, comment comment la ville s'est construite, comment elle a été dessinée. C'est toutes ces choses-là que je cherchais dans la partie d'infiltration, qui sont un poil différentes malgré tout des lieux abandonnés. Et donc vous êtes toujours accompagné d'un appareil photo ? Souvent. C'est vrai que la photo a été un peu mon excuse pour rentrer dans ces lieux-là. J'ai essayé de capter des belles images. Au début, ça a été vraiment juste aller faire des images. Aucun intérêt de toutes sortes. Enfin, vraiment, c'était un début qui était assez chaotique sur mes premières images. Mais petit à petit, j'ai voulu créer des images qui parlaient aux gens, qui montraient des lieux, qui des fois mettaient des personnages en scène pour qu'on se rende compte de l'espace, de l'immensité du lieu, de vraiment l'intégralité qu'il a. Et ça m'arrive encore de partir sans appareil photo pour découvrir des lieux et revenir plus tard si ça m'intéresse.
Souvent, des fois, je passe dans une ville, je me rends compte qu'il y a ça, je vais checker un peu, rentrer dans le lieu, regarder si c'est possible. Et si je vois un intérêt photographique, après, je reviens plus tard. La photographie, clairement, m'a emmené vers l'urbex. Et aujourd'hui, j'ai du mal à imaginer aller sur mon appareil photo pour justement garder ce souvenir. Essayer un peu je parle souvent de cartographier les lieux, mais prendre un peu des photos de chaque partie du patrimoine qu'on trouve, le répertorier et voir comment il est à l'instant T pour que s'il disparaisse, qu'il y ait encore des traces qui restent. Donc du coup, c'est par la photographie que vous êtes venu à l'urbex? Totalement, ouais. En fait, j'ai cherché il y a une quinzaine d'années une passion. J'étais passé par différents types de choses, la musique, j'avais beaucoup joué aux jeux vidéo et tout, et je cherchais une passion un peu artistique, quoi. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, je peux tenter la photo. Et en fait, ça a été le déclic. Moi, je viens de la vallée de la Fenne, je suis une vallée très industrielle. Mon père était ouvrier, j'ai vécu avec les usines qui tombaient une après l'autre autour de moi. Et très vite, le sujet-là a été prédominant. Je me suis dit, mais j'ai envie d'aller voir ça. Le premier truc que j'ai photographié, c'était le haut fourneau de Ucange, le U4, qui est devenu un musée aujourd'hui. Et c'est le premier truc que j'ai photographié. Et ça a été en fait finalement la base de tout, parce que derrière, je me suis dit, ok, ça c'est devenu un musée, mais derrière, il y a ce bâtiment-là, qui lui n'est pas un musée, est totalement abandonné. En fait, c'est quoi la partie, qu'est-ce qui reste là-dedans? Et donc j'ai commencé pour une première fois à sauter le pas avec l'objectif justement de prendre des photos. Et en fait, c'est ça qui m'a passionné tout de suite, quoi. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est dingue déjà l'expérience. Et puis petit à petit, en faisant d'autres lieux, je me suis dit, mais en fait, il y a même une histoire derrière. Donc, je me suis intéressé à l'histoire. Et en fait, c'est ce qui a conduit tous mes travaux photographiques. C'est aller chercher des lieux, raconter leur histoire et montrer qu'il y a ce patrimoine qui dort et essayer de sensibiliser dessus. Vous évoquez l'environnement familial. Ma question, c'est en voyant que vous commenciez à faire cette pratique, quelle était la réaction justement par exemple de votre père ouvrier qui lui côtoie en fait cet environnement au quotidien? Voilà, quelles étaient les premières réactions? Lui, il aime bien voir les photos, mais c'est vrai que en fait l'usine c'était sa vie, quoi. Donc il était content quand ça s'est fini, en fait. C'était dur, c'était compliqué. Oui, donc c'était peut-être difficile de voir l'intérêt justement de retourner explorer ces lieux-là. Il y avait de la curiosité, il était content de voir. Il me disait évidemment de faire attention. Mais même quand j'ai commencé, il n'était pas encore en retraite. Donc là, j'ai pu aller avec lui voir quelques lieux qui étaient encore actifs, où il m'a emmené dans des parties un peu plus compliquées d'accès, où on n'est pas forcément visible normalement. Donc non, il a accompagné plutôt tout ça. Et aujourd'hui, il apprécie découvrir les lieux. Des fois, quand il voit quelque chose, il m'en parle. Mais c'est vrai que son rapport à l'industrie, en fait, c'était un travail qui était peut-être compliqué, qui était peut-être dur. Donc il est bien content que ce soit derrière lui. Il n'y a pas ce côté... des fois, il y a ce côté un peu nostalgique qu'on a sur certains, des mineurs notamment, que moi j'essaie des fois de rechercher d'ailleurs, pour comprendre un peu plus en détail ce que je visite. Mais lui, c'était pas vraiment le cas. Donc il était content de voir ça, mais il s'est pas dit la mémoire de ce que j'ai fait en industrie va perdurer. Enfin, c'était pas du tout ce discours-là. Donc vous avez commencé l'urbex solitaire. Est-ce qu'aujourd'hui vous la pratiquez avec un groupe d'urbexeurs, ou est-ce que vous êtes inscrit, je sais pas, dans des réseaux d'urbexeurs? Alors je l'ai jamais vraiment commencé de façon solitaire. Je me suis toujours entouré de personnes qui le faisaient. Très vite, j'ai cherché des gens qui faisaient ça. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de développer ma pratique. Parce que pour chaque pan du patrimoine dont je parlais avant, patrimoine souterrain, invisible et patrimoine abandonné, j'ai toujours été accompagné de personnes qui m'ont expliqué c'était quoi les dangers, la façon de faire. Des gens qui étaient déjà experts, qui faisaient ça déjà depuis des années, avant même que la bulle l'urbex explose, et soit vraiment visible, qui fait que j'ai toujours été bien accompagné. Et aujourd'hui, il y a des choses que je fais solo. Pas par choix, mais plus parce que voilà, je suis dans un pays, je suis tout seul, j'ai envie de faire le truc, je le fais. Mais souvent, oui, j'essaie d'être accompagné. J'ai une bonne base de personnes qui m'accompagnent sur les villes où je vais. Et après, j'ai un réseau international assez immense parce que j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai différentes communautés qui se détachent. J'ai des personnes que je vois une fois par an pour des fêtes dans des lieux abandonnés. Et on se retrouve pour parler de ce qu'on a fait et tout. Enfin, il y a tout un aspect communautaire qui est hyper important finalement, parce que ça nous permet aussi de découvrir des lieux, de voir d'autres choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de visiter. Et pour moi, hyper intéressant. Mais voilà, il y a ce côté solo, il y a ce côté groupe, mais quoi qu'il arrive, je préfère être avec quelqu'un, ne serait-ce que par sécurité. Est-ce qu'il y a un profil type de l'urbexeur? Oh non, il y a tellement de...
Je connais des gens qui ont des doctorats en médecine, qui font des thèses de fous, des gens qui sont dans l'informatique, des gens qui sont juste vendeurs. Enfin, il y a vraiment tout type de personnes. On s'en rend compte très facilement, mais même à Paris, avec toute la partie des catacombes interdites, on peut très bien tomber sur la personne qui n'a pas d'emploi, comme sur Xavier Niel, qui est patron de Free. Enfin, je veux dire, on est vraiment sur... c'est plus une envie de découvrir le patrimoine, ou de découvrir des lieux qui sont un peu cachés à travers la ville ou les territoires. À partir de là, il n'y a pas vraiment de code. C'est tout le monde peut être intéressé par le sujet. Et clairement, on rencontre tout type de personnes. Enfin, j'ai en tête des street artistes très connus, des patrons d'entreprise, des gens qui font de la recherche très importante, enfin, des gens qui travaillent à l'armée, des gens, enfin, on est vraiment sur tout type de personnages. Et c'est comme dans la vie en fait, hein, on est amené à rencontrer plein de types de personnes, et là c'est le cas aussi. Et autant d'hommes que de femmes? Alors plus d'hommes, clairement. On voit de plus en plus de femmes qui arrivent, mais ça reste assez masculin comme milieu. Même si, notamment côté infiltration, on voit de plus en plus de femmes, et j'arrive pas à expliquer pourquoi c'est plus masculin pour le coup, parce que c'est quand même, l'urbex c'est quand même très lié à la photographie. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. C'est un peu plus masculin que féminin, clairement. Et en termes d'âge, c'est, j'imagine, plutôt des classes un peu sur la vingtaine, trentaine, peut-être, voire même plus jeunes. Alors il y a tout. Avec les réseaux sociaux, il y a même énormément de personnes qui sont mineures, hein, qui le font. Moi, je suis quand même dans des groupes... Alors moi, j'ai 36 ans. Mais je suis dans des groupes globalement autour de mon âge, et après, plusieurs personnes de la vingtaine, effectivement. Mais on est vraiment sur tout. Hein. Je connais des gens qui ont 70 ans... comme des gens qui en ont 18 ou 20. Enfin, pour le coup, ça peut intéresser tout le monde. Puis ça reste aussi, j'aime bien utiliser le terme de micro-aventure, mais c'est une micro-aventure autour de chez soi. Et tout le monde a envie de partir à l'aventure. Enfin, beaucoup de gens. Donc pourquoi se limiter à un âge? Autour de chez soi ou même plus loin, parce que vous, par exemple, vous avez traversé le monde entre 2014 et 2016, et vous évoquez que vous avez justement découvert pas mal de choses, que ce soit des ponts, des toitures, des lieux abandonnés. Est-ce que vous observez une différence dans la pratique de l'urbex dans les communautés selon les pays, selon les continents, selon... Ouais, alors j'ai effectivement, entre 2014 et 2016, j'ai fait un tour du monde en stop, qui m'a pris 2 ans pour faire le tour du globe, où j'ai pu rencontrer différents types de personnes, voir différents types de lieux, et après, avant et après, énormément de voyages aussi à travers l'Europe ou le monde pour explorer. Pendant ce tour du monde notamment, c'est là où je me suis dit, voilà, je vais aller dans d'autres pays, il y a d'autres gens qui le font, je vais les rencontrer et je vais comprendre comment ils le font. Et là, ça m'a permis de voir les différences. Différences sociales, sur la façon de faire, la façon d'approcher les gens. Est-ce que des gens, en Russie par exemple, je me retrouvais à 30 personnes sur le même toit. Hyper social, enfin, il y avait vraiment ce côté, on se retrouve entre nous et après peut-être on va faire des trucs un peu plus discrets de notre côté, mais il y avait cet aspect très social. Pareil en Australie. Là, c'était plus dans les systèmes de drainage qui permettent de récupérer les eaux de pluie. Il y avait des fêtes qui étaient organisées, j'allais faire du golf dans les drains. Enfin, il y avait tout un aspect social hyper important. Et dans d'autres zones, notamment aux États-Unis par exemple, il y avait aussi des fêtes et tout, mais où c'était plus discret. Il y avait aussi des lois différentes peut-être, où là on allait plus chercher à explorer, ne pas être trop repéré. En Asie, énormément de... par exemple en Chine, il y avait énormément de chiens partout qui gardaient les lieux, donc pareil, il y avait on était vite, si on était attrapé, il y avait vite énormément de problèmes, donc des gens très discrets. J'ai bien aimé justement rencontrer toutes ces communautés, essayer de comprendre, et aujourd'hui je suis encore très connecté à eux. Je parlais avant de justement des rencontres, des fois, une fois par an, je vais à des réunions où des gens du monde entier se réunissent, d'une communauté très précise, où on parle de ce qu'on a fait et tout. Et ça nous permet justement de voir comment ça évolue dans tous les sens. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment la partie visible et invisible, je dirais. Il y a des communautés aujourd'hui qui partagent énormément sur les réseaux sociaux, qui est un peu la face visible de l'urbex, et il y a l'autre communauté qui est beaucoup plus invisible, beaucoup plus discrète, mais qui reprend vraiment la base de l'exploration urbaine, comme elle était il y a 15 ans, il y a 20, 25 ans, où on va explorer les choses, on y va, on fait nos choses, mais on est discret, on n'en parle pas, et c'est vraiment secret, quoi. Donc ça suppose d'être connecté peut-être par d'autres systèmes de communication que les réseaux sociaux, j'imagine, pour rester en contact ou... C'est souvent des rencontres en fait. C'est des rencontres qui font qu'après on est connecté à telle autre personne, et c'est des ponts qui font qu'à un moment donné on est
accepté par une communauté globale parce qu'on a été validé par telle personne qui connaît telle personne, et on arrive après sur des canaux de discussion. Hein. Mais concrètement, comment ça se passe si vous arrivez en Amérique du Sud, par exemple, vous débarquez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez personne, comment vous rentrez en contact avec cette première communauté ? Les premiers coups, c'était par les réseaux sociaux pour le coup. Mais avant ça, il y a eu des rencontres que j'ai faites dans des lieux abandonnés, où on a discuté, on a gardé contact et on a échangé. Après, il y a eu des moments où, par exemple en Russie, je parlais de cet aspect très social. Je suis arrivé en Russie, sur un toit, j'ai rencontré un Australien. En fait, on s'est rendu compte que je connaissais un copain australien, lui, que j'avais rencontré à Paris dans une exposition photo où on avait fait un petit truc d'urbex. Et il m'a dit, si tu vas dans tel pays, dis-moi, je te connecterai avec des gens. J'étais dans le pays, je me suis connecté avec des gens. Puis après, ils m'ont dit, mais si tu vas là-bas, dis-moi, j'ai telle personne qui est bien. Et en fait, c'est tout ce réseautage qui fait que je suis validé d'un côté, qui m'a permis d'entrer dans des communautés beaucoup plus secrètes, où il y a des choses hyper intéressantes qui se font. Quoi. Une sorte de couchsurfing de l'urbex, en fait. Et il y avait un peu ça, des fois, pour le coup. Donc si les pratiques changent en fonction de là où on se trouve dans le monde, est-ce que vous notez depuis une quinzaine d'années des changements dans la pratique de l'urbex en France? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de prise de conscience des autorités et une certaine volonté de limiter un peu l'activité. Alors, il y a eu une évolution de la communauté clairement, qui a rendu le truc très public. Aujourd'hui, c'est devenu presque une activité lambda. Enfin, énormément de gens qui y vont, qui se filment, qui se prennent en selfie. Et tout ça a créé clairement une émulation d'un point de vue institution et de certaines entreprises. Du côté du Grand Est notamment, il y a eu pas mal d'accidents sur des anciens sites abandonnés militaires qui a conduit l'armée à énormément bloquer des accès, qui est en train de faire en sorte que certains ouvrages de l'Imaginaux qui étaient à l'abandon soient plus accessibles, certains forts soient fermés. On voit certaines entreprises aussi qui ont pris conscience que il y avait des gens qui allaient dans des dépôts de train, par exemple la SNCF, qui ont commencé à sécuriser ça. Donc c'est plus côté entreprise où on sécurise pour éviter d'avoir des problèmes s'il y a des accidents. Les institutions, j'ai l'impression, essayent de faire des choses, mais n'ont pas les moyens. Les mairies n'arrivent pas forcément à bloquer un bâtiment indéfiniment parce qu'il y a de la vie dans la friche. Enfin, il n'y a pas que les urbexeurs, il y a des ferrailleurs, il y a des voleurs, il y a des curieux, et il y a des gens qui viennent ouvrir des accès. Quand ils sont refermés, ils sont réouverts. C'est un jeu infini, quoi. Donc les institutions, je pense, sont plus perdues par rapport à ça. C'est une activité qui n'est pas cadrée, clairement, mais qui n'a pas vocation à l'être, parce que c'est une activité, si elle est cadrée, c'est plus ça, c'est autre chose. Donc c'est particulier, mais effectivement, il y a une prise de conscience. Il y a même eu, je crois, je ne sais plus si c'était les députés qui ont parlé de l'urbex, qui ont voulu faire passer des trucs. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas trop été entendu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Je pense que c'est pas mal pour nous pour l'instant. Mais je pense par contre qu'on arrive vraiment à la fin d'un âge d'or de l'urbex dans l'Europe de l'Est. De l'Ouest, pardon. Parce que plus en plus de trucs sont détruits, les lieux ne sont plus autant laissés en friche si longtemps. Et finalement, tous les anciens lieux qui avaient énormément de charme des années 60, avec de l'art déco, des choses comme ça, sont en train de disparaître. Les forts sont en train d'être fermés. Et je pense qu'on arrive à un moment donné où il y aura toujours des lieux abandonnés, mais qui seront peut-être plus récents. Et toute cette partie un peu patrimoine ancien disparaît au fur et à mesure, j'ai l'impression. Donc ça va continuer d'évoluer, clairement. D'ailleurs, c'est ce que vous mentionnez dans votre livre. Je vous cite, vous parlez de la fin d'un âge d'or de l'exploration des bâtiments abandonnés. Est-ce que, d'ailleurs, la volonté de faire ce nouveau livre, donc le premier, je le rappelle, a été paru en 2021, donc ça fait 4 ans. Est-ce que le nouveau livre, en fait, témoigne aussi d'une évolution de l'exploration? Est-ce que c'était aussi cette volonté de dire, il y a un cycle qui va peut-être se terminer? Alors, pas pour dire que c'est la fin de l'exploration urbaine, mais en tout cas, les pratiques changent, la communauté a changé, etc. Est-ce que c'est aussi cette... Alors, c'était pas l'enjeu premier. L'enjeu premier, c'était vraiment sensibiliser sur qu'est-ce qu'il y avait autour de nous, montrer la face cachée justement du patrimoine, et puis montrer que c'est pas que chez nous, c'est partout en fait. Partout, il y a des lieux à découvrir. Mais effectivement, j'ai rajouté cette partie-là parce que je la trouvais intéressante. La pratique évolue, les choses autour de nous évoluent, il y a des lois, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, l'écologie aussi fait que on dépollue de plus en plus de sites, donc les friches qui restaient là pendant des années disparaissent. Et en fait, c'est ça que je dis c'est la fin de l'âge d'or, c'est que on a eu tout un temps où tout restait en place, on touchait à rien, c'était là. Donc pour les gens qui pratiquent l'exploration urbaine, on y va, on peut rentrer dedans,
on peut visiter tout ça. Mais en fait, là, c'est en train de disparaître par des lois, par la partie écologique notamment. Et je pense qu'on est à la fin d'un truc. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer l'urbex, c'est pas du tout le cas. Mais clairement, en Europe de l'Ouest en tout cas, on arrive sur la fin d'un moment où on pouvait aller explorer des choses qui étaient complètement folles, quoi. Et c'est moins le cas dans d'autres pays. La Chine, par exemple, en ce moment, c'est dingue. Enfin, il y a énormément de choses. En plus, il y a beaucoup de choses qui ont été rachetées en Europe, des industries, des choses comme ça qui ont été remis là-bas. Donc, on retrouve encore du patrimoine ancien là-bas. L'Europe de l'Est est intéressante, mais pareil, ils sont en train de rénover beaucoup de choses parce qu'ils se rendent compte de notamment tout le patrimoine soviétique qui a un intérêt, donc ils sont en train de rénover tout ça. Donc voilà, il y a des choses qui se passent parce que on se rend compte que des gens s'intéressent à ce patrimoine-là, et du coup ça fait évoluer, on veut le rendre un peu plus public, on veut le montrer à un peu plus de gens, donc certains lieux disparaissent, il y en a d'autres qui vont arriver, mais j'ai l'impression que les lieux anciens où il y avait un énorme patrimoine oublié qui était là pendant des années est en train un peu de se perdre parce que voilà, c'est rénové ou c'est détruit. Non, ce que je trouvais intéressant, c'était en regardant votre premier ouvrage, il y avait un avertissement sur une sorte de préparation à l'urbex, quelques règles à suivre, qu'on ne retrouve pas dans le deuxième. Donc je trouvais ça aussi intéressant dans l'évolution. Ouais, bah, en fait, je m'étais dit que j'allais le mettre dans le premier. Et c'est vrai que j'ai réfléchi, est-ce que je le mets dans le deuxième ou pas? Mais je me suis dit, on va peut-être partir vraiment plus sur le sujet, plus que l'avertissement, vu que je l'avais fait une première fois. Mais en tout cas, je m'étais dit au premier livre, si quelqu'un l'achète, voilà, je veux qu'ils comprennent que derrière tout ça, il y a des risques, il y a des choses qui se passent, il faut être préparé. Je sais plus exactement c'est quoi la phrase que j'avais mis, mais j'ai une phrase qui disait que la vie valait pas une photo en gros. Et que voilà, faut pas prendre des risques juste pour se dire je vais avoir une belle photo sur les réseaux sociaux, quoi. Clairement, il y a des dangers partout et moi, en vrai, je conseille à personne de faire de l'urbex parce que c'est hyper dangereux, quoi. Enfin, moi, à chaque fois que je finis un lieu, je suis content d'être en vie, je suis content de ne pas m'être fait attraper. Il y a des risques légaux, il y a des risques physiques. Voilà, j'ai déjà eu des plus ou moins gros accidents aussi de mon côté, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, quoi. Il faut se renseigner, il faut comprendre les risques qui nous entourent. Et vous vous préparez physiquement, même intellectuellement? Est-ce que vous préparez vos explorations? En fait, alors physiquement, pas tant que ça. J'ai la chance d'avoir une bonne endurance, j'ai la chance de globalement arriver à faire pas mal de choses encore, d'être assez souple, même si l'âge fait perdre petit à petit cette souplesse-là. Mais non, c'est surtout de la recherche en amont pour essayer de comprendre voilà, est-ce que lui abandonné, est-ce qu'il ne l'est pas, par où on peut passer. Des fois, je passe aussi du temps, surtout quand c'est proche de chez moi, à essayer de voir comment ça circule à l'intérieur, est-ce qu'il y a des gardiens, c'est quoi plus ou moins les horaires, quelles sont les zones où je peux approcher le lieu, est-ce que c'est plus intéressant de rentrer par ce côté-là, par ce côté-là. Mais ça, c'est vraiment sur des sites un peu plus gros où il y a des enjeux, justement, de ne pas me faire attraper, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez revenir un peu en détaillant peut-être un petit peu des exemples sur les différents types de risques que l'on peut rencontrer en exploration urbaine, entre se faire attraper par un gardien et le toit qui s'effondre, enfin... Alors, voilà, il y a les risques légaux qui sont plus si on se fait attraper par un gardien. Dans ce cas, ça peut amener à des amendes, ça peut amener peut-être à de la garde à vue. Ça dépend de plein de choses. Et selon les lieux, vous disiez d'ailleurs si ça appartient à l'armée ou à EDF, où il y a des différences. Il y a des zones militaires qui sont démilitarisées, il y en a d'autres qui sont encore actives avec différents niveaux de sécurité dedans. Ça peut aller très loin. Les sites EDF, pareil, une centrale abandonnée qui est encore sous EDF, si on se fait attraper dedans, c'est très compliqué. Donc moi, j'évite plus ce type de lieu pour pas justement tomber dans des procès et dans des choses qui sont infinissables et qui vont me mettre très mal financièrement parlant. Maintenant, il y a d'autres risques physiques. Voilà, quand je suis dans une maison, je regarde toujours au rez-de-chaussée comment est le toit, comment est l'étage, est-ce que c'est dangereux, est-ce que je peux aller dessus. Quand je suis dans des bâtiments abandonnés, je regarde sur l'état des passerelles, est-ce que ça craint, est-ce que c'est un peu érodé, est-ce que ça risque de tomber. C'est ce type de lieu-là, enfin ce type de risque-là. Et ensuite, toute la partie souterraine, là, on est sur d'autres choses. Enfin, ce qu'on appelle le ciel, qui est en fait la partie au-dessus de nous. Est-ce que ça va s'effondrer? Est-ce que ça craint? Est-ce que si je touche cette roche, ça va trop s'effriter? Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Donc j'ai mon détecteur d'oxygène. Est-ce qu'il y a des gaz? Par exemple, les égouts. Il y a des gaz qui sont hyper compliqués. Moi, j'explore pas trop les égouts parce que c'est trop risqué. Je suis pas vacciné contre tout. Enfin voilà, il y a plein de choses à avoir en tête. Vaccin du tétanos.
toujours mis à jour. mais, mais voilà, il y a plein de risques qu'il faut prendre en compte. Et après, ça peut être aussi des risques liés à des rencontres infortunes. Hein. Enfin, ça peut être des gens peut-être qui sont dedans, plus ou moins agressifs. Ça peut être des animaux aussi. Dans des mines, on peut tomber sur des renards, en forêt, sur des sangliers parce qu'on veut accéder à un ouvrage Maginot, par exemple. Enfin, il y a plein de risques qu'il faut appréhender et où il faut faire attention. Mais souvent, quand je suis dans un lieu, tous mes sens sont ouverts et je suis vraiment attentif à tout. J'ai vraiment un état, pas second, mais qui fait que je suis tout le temps en train d'analyser ce que j'entends, ce que je vois, le tout, quoi. Alors dans votre ouvrage, vous présentez 3 grandes catégories de patrimoine caché, donc souterrain, visible et invisible. Est-ce que vous pourriez redéfinir chacun de ces patrimoines et éventuellement donner un exemple ? Le patrimoine abandonné, c'est le plus classique, c'est l'ensemble des lieux abandonnés. Ça peut être des usines, des châteaux, voilà, c'est tout ce qu'il y a autour de chez nous qui est dans un état d'abandon et qu'on peut visiter plus ou moins légalement, quoi. Le patrimoine souterrain, c'est tout ce qui est sous-sol. Ça peut être des mines de fer, ça peut être des carrières, des abris de défense passive, des galeries techniques. C'est voilà, tout ce qui est sous nos pieds, qui n'est pas visible souvent et dont on n'a pas même l'idée que c'est en dessous de chez nous. Moi, quand j'ai compris que les mines de fer d'où je viens étaient sur des centaines de kilomètres en dessous de moi, que en fait on passe même en dessous, je voyais des consolidations me disant en fait là au-dessus il y a une maison, s'il n'y a pas ce truc là, ça peut s'effondrer. Enfin, c'est dingue, c'est de se dire tout ce qu'il y a en dessous de chez nous, en dessous de nous, c'est vraiment incroyable et on s'en rend pas compte. Et le patrimoine invisible, je l'associe plus à la partie aérienne entre guillemets, avec les toits d'églises, de bâtiments, où là on va aller chercher des inscriptions, des petits trucs d'architecture qui sont cachés, où il y a toutes ces choses qu'on voit pas depuis la rue en fait, mais qui sont présentes là, qui sont cachées et qui sont en fait hyper intéressantes à découvrir, quoi. Mais on n'a pas accès normalement. Est-ce que vous avez un exemple de patrimoine invisible qui vous a particulièrement marqué ? Alors, j'ai beaucoup d'affect pour ma région et notamment la cathédrale de Metz. Ce qu'il y a dans les parties aériennes, c'est fou sur les toits. Il y a l'accès tout ce qui est horloge monumentale, où on peut voir vraiment toute la machinerie derrière. On peut voir... il y a la tour de la Mute, qui est un peu détachée de la cathédrale, c'est pas vraiment un beffroi, mais c'était vraiment plus militaire à un moment donné. Et tout en haut, on a une petite partie où on ouvre une porte et on est dans une salle circulaire. Et là, il y a des vitraux de chaque métier qui ont permis la construction de la cathédrale. Et c'est magnifique. Enfin, il y a une petite salle avec la lumière qui rentre, les couleurs des vitraux. Et ça, c'est un patrimoine. Enfin, personne n'a l'idée que c'est là, quoi. Et c'est complètement dingue. Donc il y a plein de choses comme ça. Pareil, dans la cathédrale, il y avait toute une salle où il y avait des gargouilles, des moulures qui étaient exposées, qui sont pas visibles du public, quoi. Et tout ça, pour moi, c'est le patrimoine hyper intéressant qu'on peut voir justement en allant sur les toits et découvrir toutes ces choses qui sont cachées, quoi. Alors peut-être pour donner un avant-goût pour l'ouvrage, est-ce qu'il y a une exploration dont on pourrait découvrir des photos dans l'ouvrage qui vous a marqué ? Ah, il y en a tellement. Alors j'ai beaucoup aimé explorer l'Europe de l'Est et notamment l'Ukraine. L'Ukraine, je trouvais ça assez dingue. Il y avait notamment ce système un peu de bunker métro qui était au milieu de Kiev. Il faut imaginer un genre de no man's land assez fou au milieu de Kiev, pas loin de la place de l'indépendance, vraiment à quelques pas de cet endroit. Et en fait, on a une barrière à passer et on arrive sur no man's land avec une petite cabane où il y a un militaire dedans, et une zone avec une échelle qui nous permet d'arriver sur une passerelle de bois, et au bout de quelques mètres, là on est face à un trou géant dans le sol d'une quarantaine de mètres, où il faut descendre avec quelques pierres auxquelles on peut s'attacher. Enfin vraiment, on escalade vers le bas, quoi. Et on arrive dans un bunker qui est connecté à un métro en cours de construction qui était prévu en cas de guerre mais qui n'a pas été terminé. Et là, on est sur un lieu qui est immense, très circulaire, qui a pas tant d'histoire finalement ancienne, mais qui est là, qui a été un peu abandonné, qui a été oublié. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire et en fait, c'est complètement dingue parce qu'on se rend compte
tout ce patrimoine qui est souterrain, qui est en dessous de la ville qu'on ne comprend pas, et tout ce qui a été prévu justement pour la défense, avec l'accès même aux portes automatiques pour bloquer le métro en Russie et en Ukraine. Les métros sont aussi des abris de défense passive. Et en fait, il y a tout un système pour fermer les portes, pour tout rendre impossible à rentrer, qu'il n'y ait pas de problème. Et là, on avait le système pour justement fermer la porte avec toute la machinerie et tout. Enfin, tout ça, c'était un lieu incroyable pour justement comprendre comment tout fonctionne autour de la ville, quoi. Et on sent qu'il y a une dimension qui reste dans votre ouvrage et même dans finalement dans votre trajectoire, hein, c'est le lien au patrimoine. Est-ce que vous pensez que l'exploration urbaine peut enrichir ce patrimoine, participer à le sauvegarder? Si oui, est-ce que vous avez un exemple? Alors ouais, complètement. En fait, aujourd'hui, la plupart du patrimoine oublié, comme je l'appelle en tout cas, on se rend compte qu'il y a plein de documents, de choses qu'on n'a pas sauvegardées, qui sont encore présents dans ces lieux, qu'on a oubliés. Alors pourtant c'était pas si vieux que ça, des fois, hein, c'est une histoire de 30-40 ans. Et en fait, il y a des gens qui sauvegardent justement ces archives. Il y a des gens qui prennent des photos, qui les envoient. Même moi, des fois, je vais en mairie pour dire, voilà, vous avez ce patrimoine-là qui existe. Je vous donne les photos. Il y a ces possibilités pour le remettre en avant, pour peut-être le changer, créer des logements, créer ça. Et c'est plus ça que je vais chercher, c'est montrer un peu comment on peut le faire revivre, parce qu'il y a effectivement tous ces trucs oubliés, il y a tous ces trucs qui des fois peuvent être mis en avant, qui vont servir justement la recherche, qui vont servir la sauvegarde du patrimoine, et l'Urbex a beaucoup servi à ça, notamment côté patrimoine militaire où il y a eu énormément de sauvegardes, les associations ont été découvrir des choses, les ont remis en avant, ont permis de les extraire pour les mettre dans d'autres endroits. Voilà, donc ça fait partie de tout ça, de la sauvegarde, et passer des fois par l'Urbex, effectivement. Vous évoquez l'exemple d'ailleurs d'un théâtre à Maubeuge. Est-ce que vous pourriez détailler un peu l'affaire? La salle Stroh, qui était une salle de bal théâtre, qui était abandonnée, qui n'a pas été active pendant très longtemps. Et en fait, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui aillent là-bas, qui fassent des demandes en mairie, ont redonné un peu un intérêt au lieu, et celui-ci a été rénové un peu suite à tout ça, et aujourd'hui est ouvert, accessible, c'est devenu à nouveau une salle, et c'est un patrimoine qui revit, notamment parce qu'il y a eu un intérêt qui s'est créé autour, quoi. Alors pour conclure, est-ce que vous avez de nouveaux projets? Alors voilà, je viens de sortir mon dernier livre, en 5 ans j'ai eu 2 enfants et 3 livres qui sont sortis, donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je réduis un peu les voyages dernièrement du fait que je suis parent maintenant, mais je m'intéresse énormément au local. Moi je vous disais, je viens de la vallée de la Felch, une vallée énorme en termes d'industrie. À côté il y a la vallée de l'Orne qui était aussi une grosse vallée industrielle. Et là ce qui m'intéresse en ce moment, c'est le patrimoine local, et j'essaye de cartographier tout ce qui reste. Donc je vais dans chaque zone, je fais la ville de A à Z pour essayer de voir qu'est-ce qui reste en haut, en bas, au-dessus. Et j'essaie justement de créer un peu une base de documents personnels de tout ça, et après je verrai ce que j'en ferai, mais j'ai envie de voir ce qui reste aujourd'hui à l'instant T de ce patrimoine, et comme il disparaît beaucoup, je m'empresse un peu de le faire pour sauvegarder tout ça, et qu'il reste des traces en fait. Eh bien, il nous reste à vous remercier beaucoup, Monsieur Curtis, pour nous avoir présenté toutes vos explorations. On engage nos auditeurs et auditrices à acheter votre livre, hein, donc je rappelle le titre, Urbex Face Cachée, Patrimoine Mondial, paru aux éditions Suzac cette année. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire Istémé de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.